À l'heure où les véritables forces productives de la nation, entrepreneurs, petits patrons, artisans, agriculteurs, sont littéralement asphyxiés par l'administration, les banques et la concurrence déloyale des multinationales, Égalité et Réconciliation a décidé de promouvoir l'économie solidaire. Dans ce cadre, Éric Sanséry, entrepreneur montpelliérain de 52 ans, père de famille et dirigeant de VTR Voyage, a tenu à rencontrer Laurent, paysan bourguignon de 44 ans, lui aussi père de famille. Tous deux sont au contact de l'économie enracinée, tous deux sont patriotes et se sont rapprochés d'Égalité et Réconciliation afin de poser les jalons du réseau d'entraide solidaire. Éric, ça va ? Bonjour mon cher Pierre. Bonjour. Laurent, merci de nous recevoir. Ouais. Donc on est chez toi, en Saône-et-Loire. On va pas donner plus de détails peut-être Moi aussi, j'ai déjà mis mon adresse dans la première Allez, vidéo. vas-y, dis-nous où on est sommes-nous. à Neuvy-Grandchamp, lieu-dit les Guillaume. Ok. Donc voilà, on est chez Laurent, merci. Le but de la vidéo, faire discuter deux entrepreneurs, deux patriotes et les deux adhérents d'Égalité et Réconciliation. Donc ils se rencontrent aujourd'hui pour la première fois. Messieurs, on va aller... Mon cher Laurent, bon, c'est déjà vu, mais c'est pour l'image. Oui, on a déjà hein. brisé la glace. Voilà. Messieurs, vous êtes deux forces productives de la nation France. Dites-moi comment vous vous sentez considérés en 2017. En France, En en 2017, France, ouais. un indépendant, bah, c'est même plus une vache à lait, c'est, je sais pas, c'est le type que tu gardes dans une armoire et que tu violes, quoi. Tu sais, on est en dessous de tout. Il n'y a aucune considération. Non, il n'y a aucune considération. Alors, La considération... prostituée de chantier, tu vois. Considération de la part de l'État, considération de la part de votre entourage, considération de la part de vos employés, ça peut être sur divers plans. Comment dans la société... Dans l'entourage, les gens n'osent pas, parce qu'ils s'en prendre une. Mais non, mais c'est vis-à-vis de la société en général, quoi. Tu es juste là pour tu produis la richesse, mais hors de question que tu l'encaisses, quoi. Et si jamais tu l'encaisses, t'es malhonnête. Il y a peu de gens, il y a peu d'indépendants déjà en France, moi je trouve. Il y a énormément de fonctionnaires, énormément de retraités, qui bien souvent sortent de la fonction publique. Donc quand tu es indépendant, discuter avec ces gens-là, c'est impossible. Il y a un mur. Moi, ma mère, elle était fonctionnaire. Franchement, elle comprend pas le mode de vie que j'ai. Pareil. Ouais. Complètement. C'est pas ce que je fais. Non, ils peuvent pas. C'est-à-dire qu'il y a une fracture entre les entrepreneurs et le reste de la société, c'est ça ? Oui, alors on va peut-être pas dramatiser, mais globalement, on peut le voir un petit peu comme ça. Moi, à chaque fois qu'on me demande comment ça se passe, je pense surtout au côté administratif, au côté le pouvoir en place depuis des dizaines d'années, n'a pas de considération pour notre travail, globalement, enfin pour le mal qu'on se donne, afin de produire des services ou des choses correctes. Il n'y a pas vraiment il y a pas d'aide, il y a plutôt, on va dire plutôt des bâtons dans les roues, des contrôles, une suspicion permanente de malhonnêteté, ça c'est infernal. C'est clair. Je l'ai déjà dit, mais quand on reçoit un courrier de l'administration, maintenant systématiquement il y a écrit, on vous rappelle que si vous ne vous exécutez pas, c'est pas un rappel, c'est la première lettre, vous risquez telle amende et telle peine de prison éventuellement. Puis le fait qu'on vienne te contrôler régulièrement, c'est pareil. Je veux dire, tu prends les entreprises du CAC 40, elles ont un contrôle tous les 40 ans en moyenne. Et puis n'importe quel particulier est contrôlé tous les 8 ans en moyenne, en automatique, suivant ce que son patron déclare en masse salariale et puis que le salarié touche. Et puis quand tu es indépendant, nous les contrôles, si tu mets l'Europe, la région, l'agence de paiement, la DDPP, t'en sors plus, quoi. Donc c'est plus un encadrement pour vous, c'est un harcèlement, quoi. C'est l'URSS. Il y a les 300 taxes. Tout est normé. De nos jours, dans un local professionnel, tu poses un interrupteur. Déjà, il faut que... Déjà, tu as des distances à respecter, tu peux pas le mettre où tu veux, et en plus, tu vas être obligé de faire passer un mec du consuel qui va venir te prendre 150 balles pour dire il y a un interrupteur. C'est plus que ça. L'économie française est au ralenti,
Il n'y a pas de carnet de commandes. Quand il n'y a pas de carnet de commandes, il n'y a pas d'investissement. On nous fait faire des investissements improductifs en nous changeant les normes sans arrêt. Tu es obligé de racheter du matériel, de changer, de refaire les bâtiments, tout. Mais c'est de l'investissement. On te pousse un investissement, mais improductif. Tu produis rien avec ça. C'est juste du sors des ronds. Être indépendant de nos jours, c'est dépenser de l'argent. C'est pas en gagner. Alors précisons que vous officiez dans 2 secteurs différents. C'est-à-dire que toi, tu es... vas-y, dis-nous. Moi, je suis plutôt dans le tertiaire. Je crée et je vends je crée et je vends des séjours essentiellement sur Internet et aussi via une commercialisation classique qui s'adresse au groupe et en particulier au groupe d'étudiants, un marché dont j'ai déjà parlé et qui est très concurrentiel, avec une concurrence déloyale connue des autorités depuis toujours et qui continue parce que les gens qui actionnent cette triche à grande échelle font tous pratiquement partie de la communauté de lumière, donc je sais pas, a priori ils ont des passe-droits que j'ai pas. Et puis effectivement Laurent fait complètement autre chose. Laurent, toi tu es agriculteur. Oui, moi je suis le primaire, quoi. Je produis. Voilà. Et la richesse se crée pas, elle se produit. Et pourtant vous faites le même constat. C'est-à-dire qu'on est confronté pratiquement aux mêmes choses. Alors c'est pas forcément les mêmes organismes qui nous torturent. Toi, tu cites des organismes que je connais même pas, mais moi, je faire pareil, et on verra bien que. RSI, MSA, même combat, ils sont là pour nous plumer. Exactement. C'est des improductifs qui vivent sur notre dos. C'est que ça. Moi, franchement, je fais un métier. Tant que tu manges, tu as besoin de moi 3 fois par jour. J'aimerais juste que les gens s'en rappellent un petit peu de temps en temps, quoi. On n'est pas juste des pollueurs subventionnés. On nourrit les gens. Et tant qu'ils mangent, ils ont besoin de moi 3 fois par jour. Les gendarmes, t'en as besoin une fois dans ta vie pour faire le constat du cambriolage. Un médecin de temps en temps, encore, moi j'en ai pas vu depuis 20 ans. Mais les agriculteurs, t'en as besoin tous les jours. Juste un petit peu de considération. Eric, si tu me permets, d'ailleurs, on va parler un petit peu du monde paysan. Bien sûr. Quelle est la situation du monde paysan ? C'est vrai qu'on sait que le taux de suicide augmente. Oui, rien que là dans le coin, autour, la Chapelle-au-Mans, Percy-les-Forges, Cyril-Noble, Charolles, les mecs qui se pendent, le plus jeune, 21 ans, c'est une catastrophe, quoi. Puis pas des dingos, des mecs qui ont des exploitations qui sont tenues, mais bon, ils ont aucune prise sur leur quotidien, ils font pas les prix, c'est pas eux qui font les prix. Le problème de l'agriculture, c'est que c'est le client qui fait le prix. Et du coup, le client, il pille, Et là, les gars, les cours sont au plus bas, même en remontant en francs, on n'arrive pas à trouver... On n'arrive pas à retrouver des prix, surtout sur la viande. Et pourtant, la consommation de viande en France augmente, 1% par an. Et mais là, c'est au plus mal, les gars. Il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus rien. Mais ils continuent de bosser. Ils bossent. Ils savent rien faire. De toute façon, ils savent pas faire grand-chose d'autre. Ils savent que travailler, ces gars. Alors toi, tu fais le même constat pour les patrons de PME. Ils tirent tous la langue. On a peut-être moins de suicides, quoi, qu'il faudrait étudier ça d'un peu plus près, parce qu'il y en a quand même. Mais il y a même des facteurs qui se suicident. Oui, tout à fait. Chez les chefs d'entreprise, c'est vrai qu'il y en a certains qui réussissent. La plupart sont d'une manière ou d'une autre liés au cœur du système. Si tu es dans la finance ou dans ce genre de branche, peut-être que tu t'en sors. Mais globalement, moi, tous ceux que je vois en bavent des ronds de chapeau. Ou trichent comme des salopards, ou les deux, parce que souvent tu triches par obligation, pas seulement pour te goinfrer. Voilà, donc on a 300 taxes dans ce pays, au minimum. On est normé en permanence, on est inspecté sans arrêt, on nous fait aucune confiance. Et puis l'accès au financement, c'est une gageure, c'est n'importe quoi. J'ai essayé pendant des années. Là, il y a une période... où mes affaires étaient en train vraiment de se développer très fort. J'avais vraiment un succès grandissant sur Internet, etc. Et j'ai cherché du financement pendant 2 ans. J'ai rien trouvé jusqu'à ce qu'il se produise ce qui devait arriver, c'est-à-dire un faux pas. On a trébuché. Puis là, sans financement, on était très mal parce qu'on avait grossi un peu vite, etc. Donc j'ai failli tout perdre, quoi. Et quand on dit tout perdre, je voulais le dire ça. Dans mon cas, je suis dans le voyage, donc c'est une profession très réglementée, comme l'immobilier, comme tant d'autres, et qui dit réglementé en général dit caution, pour avoir une caution bancaire, en général un mec comme moi qui a rien au départ, s'il a réussi à acquérir, à force de bosser, il a réussi à acquérir un bien immobilier, il va devoir l'hypothéquer. Mais à quelle heure un grand patron, les mecs qui ont des parachutes dorés, des salaires à 2 millions d'euros ou 20 millions d'euros par mois, à quelle heure ces mecs-là ils vont être obligés d'hypothéquer leur bien propre, c'est-à-dire la maison familiale, et en général t'en as qu'une, nous on n'a pas 4, on n'a pas 14. En même temps, c'est eux qui font les billets et puis qui mettent l'argent à ceux qui font la réglementation.
Alors qu'on fasse un lobby des petits patrons, bien sûr, et qu'on a agressé Macron pour pouvoir... Enfin voilà, le système il est verrouillé, tu le vois, les campagnes électorales, où les gens, ils passent les politiques sur les marchés. Enfin, moi, ils commencent à m'éviter, mais ils viennent, tu leur dis, quand ils viennent te parler à toi, ils sont tous pour les petits patrons, les petits producteurs. Ouais. Tu leur dis, mais pourquoi une fois à l'Assemblée nationale, vous votez pour les multinationales ? Bien sûr. C'est ça. L'économie, elle se fait dans un cadre légal. Qui c'est qui fait le cadre légal ? C'est les politiques, c'est les gens qui sont élus. Si ça va mal pour moi, je sais de qui ça vient, quoi. Et les mecs, si ils n'ont pas le mérite de renvoyer l'ascenseur à ceux qui les envoient au pouvoir, c'est qu'ils sont corrompus. Hein, c'est le patron qui l'a dit, on travaille toujours pour qui nous paye. Apparemment, ils ont trouvé des mecs qui payent mieux que nous. Ouais. Oui, ça c'est clair. L'analyse, il n'y a pas besoin de tortiller. Hein. Je veux dire, ils sont là pour nous faire le fion, pour les intérêts d'autres. Mais mais c'est tout. Il y a tout converge vers cette conclusion-là. Enfin, c'est ce qu'on voit, et c'est très décourageant. Enfin, c'est au-delà de décourageant, c'est énervant. Au bout d'un moment, il y a de quoi être enragé. Et alors, pour l'instant, apparemment, les chefs d'entreprise s'en prennent à eux-mêmes. Quand tu te suicides, c'est une punition contre toi-même. Ça changera peut-être, mais c'est assez incroyable de voir que depuis maintenant très longtemps, le système continue à nous enfiler, à nous exploiter, à nous faire bosser. Alors là, il n'y a plus question de 35 heures pour nous, hein, en tant que autonome, en tant qu'indépendant, on est puni. C'est un petit peu comme si on disait, t'as voulu être indépendant, t'as voulu échapper à l'esclavage, et tu vas voir, tu vas morfler, tu vas manger bon. Et c'est vrai, tu parlais tout à l'heure, en off, on parlait de nos journées de travail, quand tu dis 15 heures, et après c'est du 7/7, hein, et c'est pendant des années jusqu'à en crever, quoi. Donc il y a des mecs qui tiennent pas mentalement et qui se suppriment. C'est en venir là, ça prouve, enfin pour moi c'est vraiment une preuve que le système est pas bienveillant à notre égard. Non, et c'est même, grave. Je veux dire, c'est grave. Quand tu échoues en donnant tout, quoi. Je veux dire, t'envisages quoi comme reconversion ? Quand tu travailles comme un taré, mais vraiment comme un taré par rapport à ce que les gens travaillent aujourd'hui, un indépendant, ce qu'il envoie, et si malgré tout ça, il n'arrive pas à sentir, qu'est-ce que tu peux espérer de mieux dans la vie, quoi ? Autant en finir. Ouais, vu comme ça. Pourtant, Emmanuel Macron vous propose la flexibilité, le fait de rebondir. Non, mais ça va se faire sur le dos des salariés avec lesquels on est très liés quand on en a. On n'en a pas toujours, mais enfin, pour ma part, là, l'été dernier, j'avais 30 ou 35 personnes qui travaillaient avec moi. Je dis pas pour moi, je dis avec moi. C'est pas de la démagogie, c'est la vérité. Et on est dans le même panier, on est dans le même sac. Voilà. Donc ça va les affaiblir eux. Tout ce qui affaiblit les salariés affaiblit in fine le pouvoir d'achat global du pays. C'est pas bon de serrer les gens, de leur dire flexibilité. Tu vas faire 2 heures ici, 4 heures là-bas, comme les pauvres, comme les Irlandais ou les Allemands, les gens dont en Allemagne on nous vante le modèle économique allemand depuis des années, alors qu'il y a plein de petits boulots, des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté par millions. C'est n'importe quoi. Donc de plus en plus de retraités allemands qui se remettent à travailler. Non mais c'est de la folie, un mec à 70 piges qui va recommencer à travailler, mais c'est pas possible, c'est bizarre ce système qui pousse dans le sens de toujours moins d'humanité, tout en nous vantant l'inverse. C'est impressionnant. On renvoie des gens bosser à 60 piges ou à 65 piges, et on a des mères de famille qui ont 2-3 gosses qui se sont fait lourder par leur mec, parce que il y a tout, après il y a toutes ces chimères sur le sexe, enfin toute cette société de consommation qui rend tout le monde dingue, donc les couples explosent, t'as une bonne femme qui se retrouve toute seule avec 2 ou 3 gamins qui est obligée d'aller bosser, des fois jusqu'à là, j'ai embauché cet été, j'ai embauché un chauffeur de car, une dame, elle avait 61 ou 62 ans, Antoinette, je la salue au passage, cette brave dame. Elle a envie de s'occuper de ses petits-enfants, elle a envie de faire du tricot, pas de conduire des bus à 62 piges, quoi. Voilà, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, Alain Soral a ouvert la voie il y a déjà longtemps, et il clame qu'on vit dans un pays qui va très très mal, mais nous, on est aux premières loges pour le constater. Ça part en sucette complet. Les salariés, si jamais on les paye ce qu'on nous oblige à les payer, parce qu'en réalité, si on les paye plus, c'est nous qui avons des bilans négatifs à la fin. Mais si avec ce qu'ils gagnent, beaucoup de salariés, si je sais pas, leur batterie de voiture lâche, mais c'est juste une catastrophe, quoi. Une batterie à 40 balles. De toute façon, de nos jours, tu gagnes ta vie. T'as juste de quoi retourner faire le mois suivant, quoi. C'est ça. Moi, je dis que ça fait 20 ans. T'es un esclave qui paye ses charges.
Ouais. Bah, la différence entre un esclave et un stagiaire, c'est que l'esclave n'était pas obligé d'envoyer un CV. Ouais, et puis une lettre de motivation. Voilà, c'est ça. J'ai toujours rêvé d'être exploité. Alors un petit mot sur Macron, c'est pas le sujet du jour, mais on va en parler, parce que récemment, donc, une promulgation de la loi travail. Quelles conséquences pour toi en tant qu'entrepreneur? Et quand même, Macron, c'est le parangon de la société néolibérale, de la libre entreprise soi-disant, du libre-échange et de la concurrence. Et de la start-up. Et de la start-up. Tu sais ce que je pense de la start-up, hein. C'est un des rouages essentiels de notre dégénérescence globale. C'est n'importe quoi. La start-up, il y en a peut-être qui ont été utiles, etc. Mais c'est en général, c'est une façon pour le capital qui imprime des billets et qui doit le ressortir à un moment donné. C'est une façon de blanchir son pognon, quoi. Il parie sur un mec de 23 ou 24 ans qui s'autoproclame génie dans tel domaine. Et puis, il faut le savoir, hein, 9 fois sur 10, ça foire et l'investissement de 15 ou 50 millions, il part ça à la rapporte trappe. tellement plus que de miser sur des productifs qui vont, avec un travail de fourmi, rapporter Oui, à sur coup le sûr, long terme. mais Sur le tellement long terme. petit. Voilà, et puis sur le long terme, ce qu'ils veulent, c'est tout de suite, tu vois, aller chercher un financement dans une banque pour un projet productif de nos jours, il faut pleurer en sanskrit, quoi. Et en agricole, ils le font encore parce que souvent les installations se font avec des prêts à taux aidé, encore qu'en ce moment le marché est tellement en bas que ça vaut pas le coup d'aller chercher un taux aidé. Moi j'aimerais bien savoir parce que la différence c'est l'État qui la met. Bien sûr. J'aimerais bien savoir à quel taux en fait réellement l'État va les compenser, parce qu'ils prêtent encore en agricole, enfin dans des conditions particulières. Si tu achètes du foncier, parce qu'ils savent qu'ils pourront se payer de toute façon. Et puis en ce moment, ouais, c'est carrément ça. C'est si tu achètes du foncier, ils vont miser sur toi. Mais si tu veux rentrer dans une ferme en location et puis avoir que du matériel du cheptel, Ça permet de rebondir sur l'hypocrisie justement de la concurrence soi-disant libre. Ça n'existe pas, ça. ça n'existe pas. Bah, disons que oui, la concurrence libre. Il en faut de la concurrence un minimum parce qu'il faut une émulation. Hein. Si toi tu fais des meilleurs fromages que ton voisin, il va essayer de s'adapter, de faire travailler peut-être un peu mieux. Du coup, il va te talonner. Du coup, tu vas faire encore mieux. Donc ça peut avoir. On voit bien que la tendance est au monopole. Bah, c'est clair, ouais, le monopole. Mais voilà, vous, mais- vous le vivez en premier lieu parce qu'effectivement tout est fait pour les grandes entreprises. Par exemple, c'est ça qui siège derrière le travail. C'est clair et net. Un peu comme si à terme il fallait que dans chaque domaine il n'y ait plus qu'un acteur, quoi. Validé par le gouvernement mondial et qui ensuite distribue aux copains. Si dans la rue il n'y a que des pauvres, eh ben les petites boîtes s'écroulent les premières et puis après les grandes vont suivre, quoi. Je sais pas où ça mène tout ce système actuel de toujours produire toujours plus, tout en serrant le kiki aux gens qui sont censés acheter. C'est complètement débile. Ça va avec l'image que je me fais du capitalisme, à savoir un Ponzi scheme, enfin tu sais la pyramide de Ponzi, quoi. C'est un petit peu emprunter à l'un pour prêter à l'autre, un peu ce qu'a fait Madoff mais à l'échelle mondiale, quoi. Et donc on est dans C'est une vaste escroquerie. Bah, c'est juste une vaste escroquerie. On a des gens qui... Moi je pars du principe que la richesse elle se produit. Si t'as pas de travail, t'as rien de fait. Et eux ils créent de la richesse sur l'air du temps. Bien sûr. Et c'est ça qui fait leur force. oui, la De- spéculation. La conscience sociale dont tu parles, elle est liée aussi à la capacité de production. Oui, non mais voilà. Mais les gens, on les a coupés de leur métier. On leur file des jobs à la con. Ah bah maintenant t'es chef de projet. Moi chez T'es moi monteur j'ai de des gens pièces, qui t'es plus font. mécano, t'es monteur de pièces. Je veux dire, Ouais. ils font tous les boulots pour qu'ils puissent être faits par n'importe qui. À un poste, ils changent 80 kilos de viande. Ils changent pour des gens, quoi. Ils veulent plus qu'il y ait des mecs qui aient leur métier. Et c'est vrai que c'est par rapport à la production que tu te définis. Et puis que tu prends conscience du monde qui t'entoure. Mais on fait plus rien produire aux gens. C'est vraiment devenu... Nous, on a vraiment l'impression que ça va devenir un délit de produire. Tout est fait pour que tu puisses pas produire. Et ça nous ramène au tout début de cet entretien, c'est-à-dire que les autorités font rien, absolument rien, pour donner du sens à tout ça, pour réordonner les choses. Un producteur, normalement, il devrait pouvoir vivre dignement de sa production, quelle qu'elle soit, que ce soit de la vente de voyage ou de fromage de chèvre. À un moment donné, quand tu produis et que tu fais de la qualité, que tu as un savoir-faire, une expérience, tout ça, ça réclame du temps, ça réclame beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, ça doit être rémunéré dignement, déjà. Et je pense que les gens qui se flinguent, c'est parce qu'à un moment donné, et c'est l'injustice qui les étouffe et qui les rend désespérés. Et Ouais, le schéma, il est assez classique, c'est que les mecs, ils bossent tous les jours, il n'y a jamais d'argent à la maison, madame se barre, ils se font péter le caisson, quoi. C'est... Attends, t'as un monde, soi-disant une société des loisirs, où
Et souvent, ils ont le poids de la famille. En plus, parce qu'ils ont hérité. Ça fait vivre des générations. Et puis d'un seul coup, eux, ils vont laisser le nom de celui qui a mangé. Quoi. Donc c'est les ratés. Responsables. Voilà. Mais on vit dans un système où la seule gratification que tu peux avoir, elle est financière. C'est tout ce qu'on nous promet. Tu travailles pour de l'argent. Et les gars, ils bossent tous les jours et il n'y a pas d'argent. Ils ont vraiment l'impression de servir à rien. Ils nourrissent les gens et ils ont l'impression de servir à rien. Ils se bousillent. Mais est-ce qu'il faut travailler pour de l'argent, quoi ? Ben ça, c'est vraiment une bonne question. Alors évidemment, c'est... Moi, sincèrement, ce que je fais, ça devrait être un service public. Nourrir correctement les gens, ça devrait être un service public. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais tout devrait être vu sous cet angle-là. Bon, là, on parle d'une société de petits producteurs et d'indépendants en harmonie. Ce que tu nous as raconté tout à l'heure, tu vends pas cher certains animaux à des gens qui en ont vraiment besoin pour travailler, puis du coup, le gars, il frappe à ta porte et puis il te ramène de la charcuterie ou quoi que ce soit, il te rend des services à son tour. Bon, là, tu vois, on glisse gentiment vers l'économie solidaire. Mais ça se taxe pas, ça. C'est un des... ça se taxe pas, c'est un gros danger pour le système. Le système, c'est jamais qu'un mafieux qui prélève sur toute l'activité. Quoi. On est bien d'accord. Le mec, il n'en se coupe pas une, et puis Et puis qui prélève à la hauteur que la mafia oserait pas. Hein. Alors messieurs, dans ce monde de la société de consommation, ce monde mafieux, ce monde de l'hyper-individualisme, vous avez le toupet de promouvoir la solidarité et l'économie solidaire. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est... avant tout, la volonté pour sortir de ce piège, de tendre la main quand on en a l'occasion, et puis éventuellement d'obtenir de l'aide et du soutien de la part de gens qui ne font pas forcément ça pour vous gratter du pognon. On est encore une fois, on est dans un système qui nous piège nous-mêmes. Il faut qu'on change notre mentalité par rapport à l'argent et à la façon de le gagner. L'économie solidaire, c'est une approche qui ne peut être efficace que si elle est basée déjà sur certains constats qu'on vient de faire ensemble. Il faut être convaincu que c'est nécessaire pour être efficace. Alors, on tâtonne un petit peu, parce que c'est chez ER, ça fait environ 2 ans qu'on a lancé cette idée et puis qu'on essaye de la mener à bien. Donc, souvent les gens me disent, bon oui d'accord, mais concrètement, ça donne quoi ? Concrètement, pour l'instant, il y a une charte qui a été rédigée par un excellent jeune entrepreneur de Paris qui s'appelle Stéphane, qui a aussi organisé des réunions d'entrepreneurs de sa région, qui cherche des liens, qui cherchent à établir des ponts entre leurs activités, qui cherchent à rendre des services en réalité. Il s'agit de ça, il s'agit de se lever le matin en ayant envie d'aider quelqu'un. Voilà. Bon, si possible, quelqu'un qui pense un petit peu comme nous, c'est-à-dire qui a conscience de la galère dans laquelle se trouve notre pays et qui veut que ça change. Donc, un entrepreneur qui est arrivé à un certain niveau de confort et qui a un peu d'argent de côté, qui a un peu d'expertise, un peu de réseau, il va pouvoir aider les jeunes. C'est pas la CCI ou l'hôtel de région qui va le faire. Vous pouvez monter des dossiers, les gars, tant que vous voulez, aller quémander des sous-sous, vous allez avoir vous aurez jamais ce qu'il vous faut. Les financements publics ou les financements, on va dire, bancaires classiques sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc, il est impératif que, on va dire, les anciens, ceux qui sont arrivés à quelque chose, tendent la main à ceux qui veulent commencer. Voilà, ça c'est pas forcément une question de pognon, ça peut être des conseils, ça peut être un soutien moral, ça peut être présenter des gens. Après tout, certains le font très bien. Pourquoi est-ce que nous on s'organise pas plus en réseau ? Voilà. Bon, et tout ça ne fonctionnera à mon avis vraiment qu'à partir d'un certain seuil critique, c'est-à-dire qu'il faut du volume. Si vous avez un plombier et un électricien en France qui jouent le jeu, ça fait court. Maintenant, s'il y en a dans chaque région et que tout ça est lié par une base de données sur laquelle on est en train de travailler, sachant que sur l'espace adhérents solidaires, on peut échanger d'ores et déjà et depuis longtemps. On peut déjà passer des annonces, échanger sur un chat dédié et puis dire bon voilà, moi je suis charpentier, est-ce que quelqu'un a un chantier en cours, voilà, c'est donc l'économie solidaire, c'est un vaste programme, un vaste chantier ou plutôt une multitude de chantiers et c'est à l'imagination de chacun doit y mettre du sien, essayer de se poser la question déjà
déjà, il faut se poser la question de savoir quel est notre propre rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Pour Laurent, ça semble clair, il le dit, quoi. C'est son métier, il aime ça, c'est son truc. Hein. Il veut le faire coûte que coûte et il n'a pas envie de faire autre chose. Donc c'est pas le pognon qui le fait lever le matin. Pour ma part, ça a toujours été la même chose. Et je pense que c'est un préalable important. Les gens qui se lèvent le matin avec en tête une baignoire remplie de louis d'or hein, à la Picsou, ils sont pas sur la bonne voie. Peut-être qu'ils deviendront très très riches, mais ils vont voler beaucoup de gens. Et de toute façon, ils auront une vie de merde in fine, et Dieu les reconnaîtra. Voilà, enfin, leur expliquera un moment ou un autre. L'argent, c'est un moyen. L'argent, c'est un outil. Tant que c'est un outil, tout va bien. Quand ça devient une fin en soi, ce qui est le cas dans le capitalisme prédateur qui nous gouverne, on va dire ça comme ça, eh bien, ça part complètement en sucette et il n'y a plus rien qui marche. Enfin, humainement, ça dérègle tout. Laurent, les enjeux de la solidarité, de l'économie La solidaire. solidarité, c'est l'avenir, quoi. Soit on accepte les règles d'adversaire et puis on se fait la guerre de tous contre tous, ou on se remet à vivre en groupes sociaux, quoi. Il n'y a pas d'échappatoire, quoi. On vit ensemble ou on se fait la guerre, mais juste se côtoyer, ça n'existe pas, quoi. On se retrouve juste dans un rôle de prédateur et de proie. Il vaut mieux coopérer. Ce que tu dis est vraiment, là, me paraît super intéressant, c'est parce que c'est ça, le tous contre tous. On pourrait c'est presque une définition du capitalisme, de la quête de l'argent permanente. Quand l'argent est rare, qui plus est, on dirait que c'est fait exprès. Alors tout ça a été étudié par tout un tas de gens brillants, mais c'est vrai, on dirait que c'est fait exprès, quoi. Donc dans un tel contexte, on n'a pas le choix. Ce que tu dis, reconstituer des groupes sociaux, des gens sur qui on peut vraiment compter. Alors, il faut pas non plus dramatiser. Et c'est ce qu'on disait. Les gens ont encore, une partie de la population française mondiale. Il y a beaucoup de braves gens. Oui, voilà, il y a encore des gens qui Ça tient parce qu'il y a énormément de braves gens. Il n'y a pas un flic derrière chaque personne. Voilà. La plupart des gens demandent juste à vivre en paix. Ouais. Vivre en paix, c'est tout. Donc tu peux encore trouver des potes pour t'aider à déménager. Enfin, je veux dire, c'est dans le peuple, chez les braves gens de base, il y a encore des élans de solidarité. Si tu as besoin d'une échelle, on peut te la prêter chez le voisin, etc. Ça existe encore. Alors qu'est-ce qui fait que tous les deux, vous avez accepté de montrer votre visage et de porter ce combat-là? L'égocentrisme. Oui, bien sûr, le narcissisme, la mégalomanie. Les femmes, les drogues, et financières, en fait, tout ça, c'est du Oui, bien sûr. Ah ouais, attends, le pouvoir, si tu peux toucher le pognon et les gonzesses, ça sert à quoi? Il y a quand même une dimension chez vous de vouloir bouger un petit peu vos congénères aussi, non? Oui, c'est ça. Enfin, oui, il faut que les gens arrivent à se bouger, quoi. Moi, je peux pas accepter, en fait. C'est juste ça, quoi. C'est résister pour pas devenir fou. Et puis, du coup, t'es obligé de combattre, et puis t'es obligé d'aller au charbon, puis de convaincre les gens. Il faut que les gens arrivent à se bouger. Et pour la population dont on parle principalement, qui sont les petits artisans, les patrons, machin, qu'est-ce qui manque? De quoi ils ont peur? On en parlait tout à l'heure. De quoi ont peur les gens? Là, pour l'instant, pourquoi ils n'ouvrent pas leur gueule alors qu'ils sont ils n'ouvrent pas leur gueule parce que pour l'instant, ils sont dans un objectif de survie. Pour l'instant, c'est le voisin qui crève. Voilà. C'est comme ça. Je veux dire, les gars sont de plus en plus individualistes. Faut pas croire que... C'est-à-dire que les bombes tombent et on espère que ça va pas nous tomber dessus. Les temps sont durs, c'est pas pour autant que ça renvoie de la solidarité sur les chantiers. Au contraire, c'est de plus en plus individualiste. Mais ça peut tenir qu'un temps, parce qu'au bout d'un moment, c'est intenable. Tu dis pas, au bout d'un moment, ce sera Beyrouth, quoi. C'est pas un gros mot, la solidarité, c'est pas un truc de baba cool ou de mère dame patronesse. C'est très important. Ce que dit notre ami Laurent, c'est que là, si ça te concerne pas au moment où la loi est édictée, tu te dis je m'en fous. Sauf que ça va concerner les mecs d'après. Et quand eux seront dans la merde, ils pourront plus rien pour toi. Enfin, c'est une façon de cloisonner. C'est très vicieux, effectivement, ce qui se passe. Hein. Le capitalisme conquérant tel qu'on le subit, c'est satanique. Voilà, Sora la raison. Il est pas conquérant, il est hypnotique, quoi. Parce que c'est quoi? C'est peut-être même pas 10 000 bonhommes qui mènent la planète. Ça tient beaucoup au fait que les gens acceptent, quoi. Ils courent après des lièvres. Voilà, la résignation. Alors en gros, pour répondre à ta question précisément, il y a deux voies pratiquement pour nous. Il y a la résignation, et donc on essaie de survivre dans notre coin, ou il y a la prise de conscience que la France va vraiment mal. Bon, parlons même pas du monde globalement, mais déjà concentrons-nous sur notre chez nous. La France va très mal.
il y a plus possibilité maintenant pour les jeunes d'accéder facilement à la propriété, de monter facilement une entreprise comme ça a pu être le cas avant. On a l'impression que le couvercle est en train de se refermer sur la marmite. Donc si on est un petit peu conscient en tant que père de famille, chef d'entreprise, en contact avec des gens qui en bavent des ronds de chapeau, on a envie de se mobiliser, on a envie de dire ça peut pas durer comme ça. Pour ma part, moi à la limite, je pourrais avoir aujourd'hui une attitude désinvolte par rapport à tout ça, me dire je m'en fous, pour moi ça va, pour moi ça va à peu près, donc ils se démerdent. Et quand je parle de courage, je pourrais parler en fait de lâcheté, c'est-à-dire du courage qui manque aux gens pour se mobiliser. On fait ce qu'on peut pour dire aux gens, secouez-vous, bougez-vous le cul, aidez votre voisin, que vous soyez salarié ou entrepreneur, à la limite, il n'y a pas vraiment une énorme différence, parce que un petit chef d'entreprise qui a vraiment des problèmes sur ses comptes, il va pas forcément le dire par pudeur souvent, hein, pas pour leur cacher méchamment, mais il va pas forcément s'en ouvrir à son équipe de 5 ou 50 personnes. Il va pas dire, les mecs, ça commence à chier, j'ai plus de trésor, je sais pas comment je veux payer le mois prochain. Moi, je l'ai vécu, hein. Je sais ce que c'est. Tu as 10 salariés, des mecs en CDI, des mecs, des filles, des gens, ils comptent sur toi, ils te font confiance, puis toi, tu as l'impression que le bateau, il va couler, puis qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, tu vois, voilà. Donc, le salarié, il a un vrai pouvoir, au moins dans les petites structures. Hein. Dans les grandes, c'est différent. Évidemment, quand tu travailles pour Amazon ou McDonald's, je comprends que tu n'as pas envie d'être corporate ou de t'investir, quoi. C'est d'ailleurs dans les boîtes où on te le demande le plus, hein, c'est d'être amoureux de l'enseigne, etc. Au bout de 6 mois, on te jette comme une merde, mais en attendant, il fallait que tu vendes ta mère pour travailler pour cette boîte-là. Donc, mais dans les petites structures, les salariés, un jour, ils peuvent devenir actionnaires, enfin, ils peuvent avoir des parts de la boîte, et ça devrait d'ailleurs se généraliser de plus en plus, ça. Moi, je le propose à mes salariés de prendre des parts, quand c'est possible, bien sûr, pour être plus impliqué, pour avoir un bout du truc, pour s'approprier l'outil de production. Et un gars qui a la chance d'être passé à travers toutes les embûches et qui a un jour un outil de production qui tient à peu près la mer, ce qui semble vouloir être mon cas, et ben celui-là il a une responsabilité. Ok, bon, moi je suis né 30 ans avant certains de mes salariés d'aujourd'hui, ou 20 ans, c'est peut-être il n'y a pas de quoi faire le malin, quoi. Je suis juste né avant eux, j'ai eu un peu plus de chance, j'ai réussi à créer un outil de production. Pour eux, c'est presque impossible. Créer une agence de voyage ou un tour opérateur aujourd'hui, c'est une galère sans nom. Voilà. Et ben, il faut essayer de le comprendre et de faire ce qu'il y a à faire pour aider ceux qui en ont besoin, pour que ça continue à se développer. J'ai même des concurrents, moi, des fois, qui m'appellent parce que je commence à avoir un peu de réputation. Des concurrents, des petits jeunes qui essayent de se lancer. Ils disent, on n'arrive plus à acheter de lit nulle part. Pour nous, acheter des lits, c'est important parce que sans lit, c'est la base de tout. On fait pas de package. Si tu veux envoyer des gens à la Plagne ou à l'Alpe d'Huez, tu as intérêt à avoir un accord avec un hébergeur. Si les gens qui tiennent le marché se débrouillent pour que tu ne puisses jamais acheter des lits dans des bonnes conditions, bah, tu peux pas faire ton métier. Donc ils viennent me voir à moi pour que je les aide. Donc ils vont me concurrencer à terme. Et ben dans certains cas, je le fais. Ben, c'est pas pour me faire passer pour l'abbé Pierre, c'est juste qu'il me semble que ça va dans le bon sens d'une régénération de notre tissu économique, de manière à ce que les petits reprennent un petit peu du poil de la bête et refassent de la production française propre, de qualité. Puis avant d'être concurrent, on est collègues, quoi. Ben oui, on est en confrère au moins. Je veux dire, moi, le marché du chevreau, c'est une catastrophe. Tu vends les chevreaux, tu les donnes, tu sais, c'est entre 80 centimes TTC, 1,20€ kg sur pied. Si un jeune qui s'installe, de la chevrette, tu lui vends quoi, 30 balles? Ben non. Tu lui vends le prix de la boucherie, plus le prix des identifiants légaux, que t'en sois pas de ta poche, quoi. Mais moi, je lui vends le même prix que je vais le vendre sur le marché. Je vais pas faire une gratte, parce que le mec, il cherche à monter un troupeau, qu'il a besoin de cette génétique. Voilà, ben, ça, c'est sain. Et quand on parle d'économie solidaire, ben, tu vois, c'est pas plus dur que ce genre d'attitude. Faire de l'économie solidaire, c'est pas forcément qu'il y ait des charges très précis, avec des critères très précis. C'est une attitude quotidienne. C'est comment je me comporte dans la vie, et est-ce que je suis un rapia de la pire espèce qui va même pas... ben, je veux dire, t'as ton voisin qui est en train de cramer, tu ne pisses même pas dessus pour l'éteindre, parce que tu te dis, ça fera un concurrent de moins. Mais ça, c'est pourri. Ça, c'est ce que le capitalisme a produit de plus anti-chrétien qui soit. Il faut changer ça. C'est important. Et alors, ça se produira peut-être jamais. Peut-être que le capitalisme et le système tel qu'il est, le mondialisme actuel, l'ultralibéralisme va ne faire que grossir jusqu'à une catastrophe finale qui nous détruira tous. Mais dans le doute, encore une fois, on se résigne ou on se bat.
Bon, moi j'ai choisi la deuxième solution, Laurent aussi, et c'est pour ça qu'on est là ensemble, parce que ce qu'on veut montrer aux gens qui regardent ER, y compris et surtout aux nouveaux arrivants, c'est faisable. C'est que c'est faisable, et puis qu'on n'est pas isolé, on n'est pas chacun dans notre coin, on n'est pas tous les deux seuls en France à penser ça. Il y a plein d'entrepreneurs qui le pensent aussi et qui n'osent pas. Dont on doit avoir honte, quoi. Voilà. Il y a plutôt une fierté à se battre. Ce système est atroce, il est ignoble. Et franchement, il y a une fierté à se battre contre. Concrètement, moi je suis petit patron, je suis salarié, machin, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de rejoindre le réseau solidaire. La première chose à faire, pourquoi est-ce que je rejoindrai le réseau solidaire? Eh bien, parce que tu as envie d'essayer de faire quelque chose de concret et qu'on est à peu près les seuls à proposer ça. C'est-à-dire à proposer aux petits entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux petits patrons, aux gens qui sont en train de se battre seuls dans leur coin pour gagner souvent pas grand-chose, voire pour finir par manger leur fusil. Pour l'instant, on le fait parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire là tout de suite. Et on le fait pour être nombreux, parce qu'il y a un seuil critique, et quand on sera suffisamment nombreux, on pèsera évidemment plus lourd. On monte à l'Élysée, on chope Macron. Mais on peut le faire les mains dans les poches. Moi, je pense que juste en s'énerver. Voilà, exactement. Alors, donc... il est urgent, essentiellement pour les gens qui ont eu assez d'énergie, de courage et de volonté pour créer des entreprises et des unités de production, il est urgent que ces gens-là se mobilisent, osent se montrer, l'ouvrent un peu et arrêtent de craindre quoi ? Un contrôle fiscal. J'en ai eu des contrôles fiscaux, je suis pas mort. Et j'en aurai d'autres probablement. Le tribunal, il fait peur tant que tu n'y es pas passé. En fait. Exactement. J'ai pas, une fois que tu y es allé quelques fois... De toute façon, tu es jugé par un bobo qui est plus jeune que toi, qui est un puceau de la vie, ça m'est arrivé, je suis passé au tribunal, sans déconner. Voilà, c'était encore une grande journée, tu vas au cirque. Non, faut pas avoir peur du système, il est pas si méchant que ça. Il a des bras comme ça, le système, en fait. Il s'appuie sur des bonnes volontés, mais il est pas si fort que ça. C'est pour ça, il faut que les gens se réveillent, prennent leur couille, et puis le petit entrepreneur, s'il se sent seul, il viendra à la maison, on discute un moment, il se sentira moins seul un moment. Ça commence comme ça. Exactement. Et j'en ai parlé une fois, de dire que l'aspect moral est très important, c'est-à-dire que quand on est tout seul dans son coin, qu'on se fait taper par l'administration, taper par les salariés, taper par les clients, taper par les fournisseurs, sérieux, les normes qui pleuvent, les lettres, les recommandés, les paye ça, ferme ta gueule, et en plus n'oublie pas d'aller voter. Bon, c'est insupportable. Donc le fait d'adhérer à ER et par ce geste de s'affirmer, et c'est déjà un grand soulagement. Des rires d'enfants sur notre vidéo, écoute, on pouvait pas rêver mieux. C'est déjà une façon d'agir. Ne serait-ce que ça, adhérer. Voilà. Ensuite, acheter les bouquins contre-culture. Ça, je voulais quand même glisser ça en passant parce que ça permet rapidement d'avoir une bonne idée de ce qui se passe dans le monde. Oui, il y a celui-là, bien sûr. Toujours disponible. Les cahiers du cercle Proudhon. Je voulais une brillamment préfacé. Putain, on m'a même pas fait une croix dedans. Attends, j'attends la fin de l'émission. Donc les petits patrons qui n'en peuvent plus, et il y en a beaucoup, il faut qu'ils arrêtent de se terrer dans leur coin, et il faut qu'ils se souviennent du courage qu'il leur a fallu pour arriver là où ils sont déjà. C'est ça, parce qu'il faut... Donc s'ils en ont marre de travailler chaque année pour avoir le droit juste de recommencer à en chier, il faut qu'ils adhèrent à ER, sortez du bois et dites ce que vous pensez. Voilà, ça commence par là à mon avis. Et puis au quotidien, tous les jours et même sans s'afficher, il faut aider son prochain. Ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus il y a déjà bien longtemps. Et ça s'applique évidemment aujourd'hui plus que jamais. Donc il faut aider son prochain. Si on est bien placé, on tend la main. Si on est mal placé, on va pas quémander comme une fiotte, mais on dit voilà mon problème. On a les couilles d'aller dire à des gens, pourquoi pas à moi, puisqu'il y a un site qui le permet. On peut m'écrire sur Solidaire. Eh bien, écoutez, moi j'étudie toutes les demandes que je reçois, je regarde tout, j'essaye de. C'est comme ça que notre ami Francis de Xado vient de faire une vidéo avec un cerf de sa marque sur un site qui fait quand même 200 000 visites par jour. Le mec est pas idiot quand même, voilà. Et puis il a rien dit, il a pas appelé à la réouverture des camps ou à la déportation de je sais pas qui. Un moment, Simon. J'ai pas, ça a été coupé ça. Non, mais voilà, choisissez le camp du bien. Voilà, venez chez ER. Moi, je reste optimiste malgré tout, tout en voyant bien que c'est pas gagné, en tout cas pas à court terme, loin de là. Mais il faut bien que quelqu'un s'y colle, quoi. Donc on est là.
Voilà. Et c'est à ce titre que ça me fait vraiment plaisir, tu vois, de te rencontrer physiquement, de pouvoir échanger un peu avec toi sous la houlette de l'excellent Monsieur de Brague. Et je crois qu'on ouvre une voie et qu'il faut que ça se reproduise, il faut que ça s'étoffe, il faut que ça grandisse, il faut que la si vous voulez boire un coup avec Pierre, portez vos coups. Oui, exactement. Et manger du fromage de chez Laurent. L'appel est lancé, donc. Voilà. Laurent, un mot de conclusion. Un mot de conclusion. Soyez des hommes, quoi. Ouais, soyez des hommes. Il y a juste ça à faire. Je sais pas, soyez des hommes. Et puis faites ce que vous pouvez. Quand tu peux faire un truc, tu le fais. Voilà. Fais ce que doit. Je trinque à ta santé. Et je trinque à la tienne, Eric. Allez, à votre santé et à la résistance qui s'organise.